Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'African Newsroom. Aujourd'hui, troisième volet de notre semaine sur le Burkina Faso avec un dossier consacré au code électoral. Au programme également de cette émission, toujours au Burkina Faso, l'armée a repris le contrôle total de la capitale Ouagadougou. Les derniers éléments du RSP ont été désarmés. Et l'Afrique des Grands Lacs était ce mardi au cœur d'une réunion en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Adama Koulibaly, vous êtes enseignant et porte-parole du collectif contre la confiscation de la démocratie au Burkina Faso. Bienvenue. Merci, bonsoir. Et avec nous également nos éditorialistes, Jean-Marie Bitomo, bienvenue. Bonsoir Fanny, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et Malik Achar, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Tout de suite, l'actualité du jour. Au Burkina Faso, l'assaut de l'armée contre l'ex-régiment de sécurité présidentielle est terminé. Les éléments de ce qui a été le RSP, aujourd'hui dissous, ont fini par déposer les armes. Le pays veut désormais tourner la page de ce coup d'État militaire. Lisa Kizimana. Le palais présidentiel de Kossiam et le camp de Nahabakoum aux mains de l'armée burkinabé. Mardi 29 septembre 2015, l'armée régulière a maîtrisé les militaires du régiment de sécurité présidentielle. Les putschistes du 16 septembre s'y étaient retranchés et refusé de déposer les armes. La situation est sous contrôle des forces armées nationales. Et depuis hier nuit, le général Gilbert Tenguéré semble introuvable. Les bruits font état de ce qu'il serait réfugié quelque part. Je pense qu'au cours de la journée, on sera mieux situé. Les populations vaquent normalement à leurs occupations. Gilbert Diendéré, le général putschiste déchu, se serait en effet réfugié avec sa femme et quelques collaborateurs militaires et civils à l'annonciature d'Ouagadougou. Juste avant l'assaut de l'armée régulière sur le camp de Nahabakoum, le général Diendéré avait demandé aux éléments du RSP de déposer les armes et de se mettre à la disposition de l'état-major général des armées. Je demande aux éléments du RSP d'accepter de déposer les armes pour ne pas envenimer la situation. Je suis soucieux de la sécurité du pays, je suis soucieux de la paix dans le pays, de baisser les armes et de revenir au camp ou dans leur lieu d'affectation. Je demande de déposer les armes pour éviter un bain de sang. Les forces loyalistes ont lancé l'assaut mardi 29 septembre en fin d'après-midi sur la caserne Nahabakoum où 300 soldats du RSP étaient retranchés. Après avoir encerclé l'endroit avec des blindés et des pick-up et demandé aux habitants du secteur de rester chez eux, elles ont tiré à l'arme lourde. Le bilan reste pour l'instant inconnu, mais le gouvernement confirme la reprise de la caserne et demande au peuple de rester unis et œuvrer pour la réconciliation nationale. Adama Koulibaly, le RSP a été désarmé, totalement désarmé. Est-ce que vous êtes satisfait? Absolument. Parce que c'était quand même une situation très inquiétante pour la population de Ouagadougou notamment et pour l'ensemble des Burkinabés. Et je pense même pour beaucoup d'Africains qui plaçaient beaucoup d'espoir en l'expérience du Burkina. Donc le fait que ça se soit dénoué enfin de cette manière, même si tout n'est pas totalement terminé, est une excellente nouvelle pour la population du Burkina, notamment pour ceux qui habitent Ouagadougou et Ouagadougou de façon générale. C'est important que ce soit l'armée qui intervienne? Oui, bien sûr, puisqu'il s'agissait d'une question militaire de toutes les façons et que l'armée, à l'appel de la population, à l'appel du peuple, s'était rangée du côté de la République. Et contrairement à ce qu'on avait constaté au Burkina pendant un demi-siècle. Pendant un demi-siècle, les militaires n'ont fait que des coups d'État. Maintenant qu'une partie de l'armée se met du côté de la République et du côté du gouvernement dirigé par un civil, et c'est une excellente nouvelle, et c'est la volonté du peuple qui s'est manifestée, encore une fois, par cet assaut sur le camp Nahabakoum 2. Jean-Marie, on ne connaît pas encore le sort qui est réservé au général Diendéré. Est-ce qu'il va, selon vous, se mettre, comme il l'a dit, à la disposition de la justice? J'espère bien qu'il se mettra à la disposition de la justice afin d'assumer ses responsabilités. Parce que là, quand même, on peut être content sur le mouvement parce que, si vous voulez, la transition continuelle va aller au bout. Moi, j'ai toujours dit sur ce plateau que le Burkina, pour moi, en termes de liberté, l'expression de la société civile, c'est la société par excellence pour moi en Afrique. Même quand on va en Afrique du Sud, on ne trouve pas, si vous voulez, les mêmes mouvements de foule. Et la société civile a un impact tel que
on est amené à se demander, est-ce que tous les États africains ne pourraient pas multiplier cet exemple-là? Donc, le général Diendéré, moi, je me dis tout simplement, qui se soit réfugié à l'Annonciature, cela ne l'absout pas de ses crimes. Donc, à un moment ou à un autre, vous avez quand même des Burkinabés qui sont morts pour une bêtise, dans la mesure où, j'appelle ça bêtise, tout simplement pourquoi toutes les institutions pratiquement ont été dissoutes au Burkina Faso. Mais pourquoi garder, si vous voulez, pour moi, cette garde prétorienne-là qui constitue pour moi une milice privée? Donc, à partir de là, que l'expression du peuple soit respectée, je pense que c'est une très très bonne chose. Aussi bien, on en parlera tout à l'heure, je trouve que le Burkina, de mon point de vue en Afrique, et ce que le Rwanda fait en économie, ça doit être un exemple pour les économies africaines. Malik, est-ce qu'il va être si facile que ça de tourner la page de ce coup d'État militaire qui a été court, bref, mais qui a quand même duré? C'est toujours difficile de tourner une page aussi douloureuse de l'histoire du Burkina Faso, mais je pense, comme notre invité l'a dit, et Jean-Marie aussi, il faut saluer cette capacité de résilience de la population du Burkina Faso qui n'a pas laissé ce coup d'État durer. Il y a eu cette peur de la population, mais la population a manifesté son soutien à la démocratie. Donc il faut aussi saluer, et je pense, la CEDEAO qui a une réactivité extraordinaire. Et justement, c'est grâce à la réactivité de la CEDEAO qu'on arrivera plus facilement à tourner cette page douloureuse du Burkina Faso. J'ai entièrement confiance au peuple du Burkina qui, je pense, est un peuple mature et qui saura, je pense, choisir un président qui arrivera à mener à bien le devenir du pays. Merci. Dans l'actualité également, l'Afrique des Grands Lacs était ce mardi au cœur d'une réunion en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a notamment été question de l'application de l'accord cadre conclu en 2013, un accord rendu difficile par la multiplication des crises dans la région. Lisa Siakizimana. L'Afrique des Grands Lacs au cœur des discussions à New York, aux États-Unis. Les représentants des pays de la région des Grands Lacs se sont réunis mardi 29 septembre 2015 en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Objectif, analyser les problèmes de sécurité de la région. Deux pays ont particulièrement retenu l'attention de l'Assemblée. Il s'agit notamment de la République démocratique du Congo et de la Centrafrique. Nous avons plaidé ici aux Nations Unies pour que la communauté internationale vienne au secours de la Centrafrique, qu'elle l'aide à boucler ce budget parce que c'est une échéance cruciale que l'élection présidentielle. Le processus électoral de la Centrafrique est pour l'instant bloqué à cause de l'insécurité qui règne à Bangui, la capitale, depuis samedi 26 septembre 2015. La classe politique se prépare pour un report éventuel de la présidentielle prévue pour le 18 octobre 2015. Aujourd'hui, il y a 1,5 million de compatriotes qui ont été recensés, mais il faut continuer ce processus donc électoral de recensement, le parfaire, mais il faut aussi vraiment avancer de manière critique sur le problème de la sécurité du pays, parce que au moment où nous sommes en train de nous parler là, à Bangui, il n'y a pas un chat dehors, et ça c'est depuis samedi. Le pays est entièrement bloqué, et puis naturellement des malfrats en profitent pour piller, pour terroriser les gens, attaquer les gens à domicile. Donc, le problème du désarmement, c'est un problème central. Je ne vois pas comment on peut avoir des élections et un processus électoral qui puisse être fiable et vraiment apaisé si un pas n'est pas fait dans le désarmement. Sur le terrain, la nuit de mardi 29 septembre a été plutôt calme, mais ce mercredi, la situation reste tendue. Depuis samedi, les violences interreligieuses ont fait 36 morts et 27 000 Banguissois qui se sont réfugiés dans des camps près de l'aéroport où sont basées les forces des Nations Unies. Jean-Marie, est-ce que la situation en Centrafrique est une menace pour toute la région des Grands Lacs? Évidemment que chaque fois que vous avez une instabilité dans un pays, quelle que soit la région, si vous voulez, il y a des menaces de contagion par rapport aux pays voisins. Donc ce qui se passe en Centrafrique, ça touche tous les États voisins. C'est un peu comme quand on parle, ce qui se passe au Nigeria, avec Boko Haram, ce qui peut se passer au Tchad, ce qui peut se passer en RCA. Donc ces régions-là, étant donné que les frontières sont assez poreuses, donc vous avez une transition. Si on ne regarde que
comment dirais la RCA, vous avez le Cameroun qui supporte un tribut relativement énorme parce que depuis que vous avez des événements qui se produisent en RCA, vous avez énormément de réfugiés qui se sont dirigés vers le Cameroun. Donc ça contribue à déstabiliser, si vous voulez, pratiquement tous les pays. Cet afflux, on a vu la même chose ici là en Europe avec les migrants, donc c'est exactement le même processus. Donc ce processus-là encore chez nous est accentué tout simplement. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les moyens pour pouvoir faire face à ces urgences-là. Donc le fait que vous ayez une réunion au niveau des Nations Unies qui vise à essayer c'est-à-dire d'essayer de faire une évaluation d'un accord cadre qui avait été mis en place, je crois que c'était en février 2013, qui consistait à pacifier la zone dans sa globalité. Bon, quand vous avez des événements comme ceux-là qui se passent, c'est vraiment dramatique. Et la situation en Centrafrique, je dis souvent, on ne peut pas, comme on nous le disait dans le reportage, qu'on pose des élections, mais tant que vous n'avez pas la stabilité du territoire, je ne vois pas comment est-ce que vous allez sécuriser la population centrafricaine. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on met en avant les élections. Soit on se dit, la transition a une fonction, c'est une fonction de pouvoir stabiliser, comme ça s'est passé au Burkina, de pouvoir stabiliser la situation, qu'elle soit politique ou économique du pays. Et après, on en vient aux élections. En République centrafricaine, la transition est là depuis un moment. On n'a pas, comment dirais-je, de résultats concrets sur le terrain. Mais on pousse à aller aux élections. Si on va aux élections, bon, on l'a souvent dit sur ce plateau, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que quelque part, la stabilité du territoire ne serait pas, comment dirais-je, effective. Malik, Burundi, Centrafrique et RDC, comment expliquer que cette région des Grands Lacs soit si touchée par les conflits? Le problème majeur, c'est justement ce manque d'alternatives démocratiques. Vous avez des pouvoirs, par exemple, au Burundi, qui ont été jusqu'au boutiste. Nous avons vu malheureusement ce qui s'est passé au Burundi avec cette volonté du président Nkurunziza de rester au pouvoir au mépris de sa population qui a maintes fois demandé son départ. Donc dès que vous avez ces situations de blocage où des pouvoirs forts veulent rester et menacent la population par le biais de l'armée, et vous arrivez à des situations dramatiques. Donc là, effectivement, ces questions doivent être posées à l'ONU, mais aussi au sein de l'Union africaine qui doit être davantage plus réactive. Elle n'est pas souvent réactive sur ces problématiques-là. Il y a eu des réunions. Regardez, Pierre Nkurunziza, on avait évoqué la possibilité finalement au départ qu'il se retire et finalement il est arrivé à faire son 3e mandat sans difficulté. Même la question du 3e mandat n'avait pratiquement plus été évoquée parce qu'il y a eu cette réunion. Et finalement, il a réussi un coup de maître au mépris de son peuple et de cette volonté d'alternance démocratique. Je pense que les situations qu'on a eues au Burkina Faso doivent servir d'exemple à ces présidents-là qui, au mépris de la loi, au mépris de cette conception de la démocratie, veulent s'imposer à tout prix. Adama Coulibaly, que pensez-vous de ces crises qui se multiplient dans l'Afrique des Grands Lacs? Il faut dire que cette partie de l'Afrique, comme d'autres parties, est quand même très riche. Un sous-sol très riche qui aiguise l'appétit de certaines puissances, suivez mon regard. Et on peut se poser la question de savoir si derrière ces présidents qui s'accrochent au pouvoir avec tout leur clan, si derrière eux, il n'y a pas des intérêts et des financements aussi. Des gens ont certainement intérêt à ce que cette situation soit maintenue, qu'elle perdure, pour qu'eux puissent continuer à justement exploiter ces matières premières à des fins autres que les intérêts des Africains. Donc on peut s'interroger là-dessus, parce que sinon, comment comprendre qu'en Centrafrique aujourd'hui, malgré la présence d'une force internationale, il puisse y avoir de tels massacres? Y a-t-il réellement une volonté de faire en sorte qu'il y ait un désarmement? Et y a-t-il une volonté réelle de ceux qui sont au pouvoir, anciennement, ou ceux qui prétendent venir au pouvoir? Y a-t-il réellement une volonté de pacifier d'abord le pays, avant de penser à des intérêts égoïstes? Quel pacte ont-ils passé ces gens avec ces gens qui n'ont d'autre intérêt que le sous-sol et les matières premières africaines? Donc on peut s'interroger, il faut qu'il y ait une réelle volonté populaire qui puisse s'imposer à tous ces prétendants au pouvoir. Et puis aussi à tous ces prétendants aux matières premières. Donc je pense que tant qu'il n'y a pas, comment dirais-je, une cohésion sociale à travers des organisations suffisamment fortes dans la société civile, des partis politiques qui mettent en avant d'abord l'intérêt de la paix, l'intérêt national et la paix, eh bien, personne
y compris ceux qui attisent d'ailleurs le feu, ne pourra gouverner dans ces pays-là au détriment malheureusement des populations. N'oubliez pas, pour le cas du Cameroun qui a été évoqué, au-delà de tous ces réfugiés qui sont partis là-bas, il y a aussi d'autres types de problèmes avec Boko Haram et bien d'autres choses. Donc ce n'est pas facile. Merci. Nous avons marqué une courte pause. Un instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.